Il faut qu'informatiquement ça suive, il faut que les développements suivent, il faut que les parcours clients, l'UX, enfin tout vient rentrer en jeu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... C'est vraiment des réflexes d'e-commerçants. Enfin, ce que tu dis, tu vois, ça pourrait être dans le podcast de mon associé Le Panier sur le e-commerce, quoi. Oui, clairement. En fait, notre réussite, elle est là. Notre réussite numérique pour le groupe Bayard Presse, c'est d'avoir réussi ce passage aux e-commerçants. Alors après, c'est le premier canal aujourd'hui d'acquisition. Ouais, clairement. C'est votre, c'est votre plus grosse boutique. C'est massif. Donc après, on a la question de comment on amène tous nos abonnés à dire, imaginez avoir les bonnes offres pour dire, vous pourriez vous abonner en numérique. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de juillet. Presque une saison de passé pour Mediarama et donc on aura l'occasion d'y revenir. Mais en attendant, un bon programme nous attend. Je reçois aujourd'hui Cédric Naud, éditeur numérique chez Bayard Presse. Bonjour Cédric. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Après avoir reçu au final pas mal d'éditeurs de tous horizons cette année, on continue l'exploration de la galaxie média avec un groupe historique. J'ai mis entre guillemets groupe historique dans tous les sens du terme. On va y revenir. Bayard, alors pourquoi avoir choisi de te recevoir, c'est un groupe un peu mystérieux. Alors forcément, ça parle à beaucoup de Français. Il y a beaucoup de titres connus, on va y revenir dans un instant. Pourtant, dans le digital, c'est un groupe qui est plutôt discret. Alors de mon point de vue, forcément, toi, tu me diras le contraire et tu nous expliqueras tout ce que vous pouvez faire. Mais d'où ma curiosité un peu dans la préparation de cet épisode. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est tout comprendre de Bayard. Vaste programme. Oui, vaste programme. Alors toi, Cédric, comme je le disais, tu es éditeur numérique de plusieurs sites de Bayard, Notre Temps, Enfant, Familyscope et Notre Famille. C'est ça ? Exact. Alors, est-ce que rapidement, tu peux rappeler ce qu'est le rôle d'un éditeur ? J'en ai reçu, mais en deux mots, là, c'est plus presque la terminologie. C'est quoi le scope d'un éditeur sur un site ? L'éditeur est plus vu sous l'angle, publisher en anglo-saxon. Ouais. C'est-à-dire la personne qui est un peu, on va dire, entre l'éditorial, le marketing, la finance, et qui essaye de bien que son produit soit bien positionné, réponde bien à tous les enjeux, l'équilibre économique. Et puis quand on est dans le numérique, c'est d'accompagner les équipes dans cet univers un peu bizarre. Parfois parce que c'est de la techno quand même, à la base. C'est beaucoup de techno. Faut connaître un peu tout ça. Et il faut connaître les ressorts de ces nouveaux médias. Mais comme à l'époque, quelque part, quand la presse est arrivée, le papier, les imprimeries, c'était de la technique aussi. Ouais. On l'oublie, mais voilà. Je ferai un épisode spécial là-dessus d'ailleurs que tu as suggéré et j'ai rebondi. Et donc je prépare un épisode sur les imprimeries et le papier. Cool, tu vois, j'écoute les recommandations. Alors Bayard, pour le présenter, donc c'est une présentation peut-être un petit peu institutionnelle, mais c'est important. Entreprise de presse écrite et audiovisuelle française. La spécificité, alors je parlais de groupe historique, mais donc créé en 1873. J'ai pas toutes les dates de ces grands groupes, mais donc je pense que c'est un des plus vieux groupes de presse en France. Hein. Mm-hmm. Et surtout, la particularité, c'est que ça a été fondé, et ça appartient toujours, à une congrégation, donc la congrégation religieuse catholique des Augustins de l'Assomption. Voilà, c'est chouette. C'est chouette. Dit comme ça, et effectivement, ça fait très mystérieux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la création de ce groupe et évidemment, ce qui m'intéressera aussi derrière, c'est comprendre un peu la gouvernance, parce que c'est, je pense, un cas un peu unique en France. Oui, tout à fait. C'est très simple. Les assomptionnistes se sont créés sur l'idée que il fallait accompagner. La grande idée, c'était d'accompagner les pratiquants et les éclairer, les informer, les éduquer et les accompagner dans leur réflexion, et en particulier sur les pèlerinages.
Alors, il faut se remettre dans l'époque. Oui, bien sûr, fin 19e siècle. Et les pèlerinages étaient assez importants et il y a eu cette idée de lancer une revue qui puisse accompagner les pèlerins, et c'est devenu le Pèlerin Magazine, l'hebdomadaire Pèlerin Magazine, qui existe encore. Voilà, tout est parti de là. Et ils se sont dit finalement, ces nouveaux médias, la presse, l'écrit, permet d'accompagner, de faire réfléchir, de faire découvrir. Et c'est cette idée fondatrice qui était à l'origine du groupe Bayard. Et aujourd'hui, non pas un shift, mais moi je connaissais surtout Bayard par la presse jeunesse, évidemment. J'ai l'impression que c'est une presse qui a marqué toute mon enfance, avec des titres comme J'aime lire, Pomme d'Api, Astrapi, Okapi, Phosphore, on pourrait en citer encore énormément. Le portfolio au-delà de la presse jeunesse, il y a d'autres titres connus, j'imagine? Oui, tu les as cités. De toute façon, Pomme d'Api, ça reste quand même une marque... comme J'aime lire, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce sont des marques qui se sont créées aussi autour des héros. On peut pas dissocier Pomme d'Api, J'aime lire, de Petit Ours Brun, de Tom Tom et Lana, mais on oublie souvent de dire... Ouais, Mimi. je le dis parce que c'est vraiment presque des Madeleines de Proust. Mais ce sont des Madeleines de Proust pour nous, lecteurs. Ouais, et mes enfants lisent maintenant, sont abonnés à J'aime lire, pour tout te dire, ça continue. Alors peut-être là, une question un peu de curiosité, mais est-ce que... et ça, c'est un peu un pas de côté, mais est-ce que cette presse jeunesse, elle est toujours marquée par le côté justement catholique ? Moins qu'à l'époque, bien sûr, mais il y a une inspiration catholique, oui. Maintenant, les choses sont... c'est toute l'histoire de notre pays, qui, à travers Bayard Presse. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce groupe. On oublie de dire d'ailleurs que... Alors, il y a la presse jeunesse d'un côté, et puis il y a la presse adulte de l'autre. Oui. Alors, il y a le quotidien La Croix, qui aujourd'hui occupe un espace bien particulier dans la presse quotidienne française. C'est une voix un peu différente. Je sais pas si tu as eu l'occasion... Si, parce que alors, je suis encore me livrer, mais mes parents sont abonnés à La Croix, plus de La Voix du Nord, et au-delà de la maquette, c'est vrai que c'est différent. C'est un voix différent qui est... C'est un style, c'est un regard sur le monde. Et pas si marqué différent que ça, Cato. Alors, c'est pas pour en faire la promotion, parce que t'es là, mais on n'est pas dans quelque chose évidemment de tradit, de très marqué. C'est très réflexion sur la société. Oui, c'est l'homme dans la société, l'humain dans la société... et qu'est-ce que ça veut dire dans sa contradiction aussi, c'est d'animer ces débats. Je sais pas si tu as vu la une d'aujourd'hui, je te l'ai amenée, tiens, regarde. Bouge pas. Donc dès que je l'ai, je vais vous la décrire. Alors pour vous préciser, on est le 2 juillet, puisque c'est un quotidien. Voilà. Je reviens à mon micro en ayant pris La Croix. La Croix, par exemple, d'aujourd'hui, c'est le débat sur le vaccin, très centré sur la France, avec le débat sur faut-il vacciner, obliger la vaccination. La Croix, aujourd'hui, c'est vaccin, l'Afrique attend toujours. Voilà, c'est typique du regard de La Croix sur l'actualité, de nous amener à regarder le monde autrement qu'à travers les grands médias ou les grandes lectures rapides des grands médias. Et c'est pour ça que La Croix occupe une place un peu particulière. Et si tu regardes d'ailleurs sur la une, il y a La Croix l'hebdo, qui est mis en avant. Et La Croix l'hebdo, c'est Cigale ou fourmi, et c'est l'actualité vue à travers Molière, à travers plein de... C'est ce regard-là qui est un peu particulier et qui plaît autant, puisque La Croix continue et se développe bien. Ouais, et la maquette de l'hebdo est fantastique, je trouve. Enfin, après, c'est une sensibilité design, mais elle est hyper moderne, elle est hyper belle. Je sais pas de quand elle date d'ailleurs, la refonte. C'est La Croix l'hebdo, c'est récent, ça a plus d'1 an, mais c'est un beau carton d'édition. En diffusion. On est très content de ce lancement. C'est quoi les titres les plus diffusés chez Bayard ? On va dire qu'il y a La Croix dans le monde adulte, La Croix, Pèlerin, Notre Temps, Prions en Église, qui sont des grands hits, et puis bien sûr toute la presse jeunesse. Alors il y a sur la presse jeunesse, il y a bien sûr Pomme d'Api, J'aime lire, Astrapi, Okapi, on l'a dit, mais il y a tous les titres de Milan Jeunesse aussi, Picotti, Toupie. Que vous aviez racheté, c'est une maison que vous avez rachetée. Voilà, mais qui raconte l'histoire aussi. C'était un groupe de presse qui s'est lancé un peu en opposition à Bayard Presse, donc les cathos et les laïcs. Et puis au final, ce qui a réuni les deux groupes, c'est l'idée que le métier d'éditeur répond à des critères bien précis et que finalement, on se retrouvait sous cette bannière d'édition de qualité, laissant la place aux journalistes, aux auteurs, à la création.
et d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants. Et c'était ça la démarche principale à travers ce rapprochement. Très bien. Et puisque toi, tu es vraiment plutôt sur la partie adulte. Parents. Ouais, parents. Et grands-parents. Sur le digital, vous avez les mêmes proportions ou est-ce qu'il y a des titres qui ont des spécificités qui pourraient être plus consultés? On parlait, il y a des études, on en avait parlé aussi avec Stéphane Baudier de la CPM sur la consultation média numérique. Pour lui, la tendance, elle est quand même très claire sur le numérique. Vous retrouvez ça chez Bayard? Ou est-ce que de part, justement, quand tu dis adulte, et pour dire les choses un peu clairement, c'est plutôt adulte un peu senior, enfin c'est pas notre temps, c'est clairement un titre senior. Est-ce que vous avez gardé une grosse proportion de lecture papier versus le numérique? L'effet ciseau dont on parle, c'est que il y a une explosion de la consultation des contenus sur les smartphones, l'ordinateur, mais nous on reste encore quand même sur l'objet papier, qu'il soit de type presse ou de type livre. C'est quand même le gros de ce que nous faisons et de ce que nous animons, même si on a une stratégie numérique qui est en place et qui va croître et amplifier, mais on va en reparler. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la diffusion d'un titre comme Notre Temps, comme Pèlerin, comme La Croix, ça reste encore des objets papier à travers différents types de diffusion. Et ceux qui consultent sur le digital sont les mêmes? C'est une consultation mixte ou vous touchez à mixte? Ouais, mixte. Après, il y a des cas, voilà, c'est selon le titre. D'ailleurs, tous les titres n'ont pas leur site web ou leur app. On a sélectionné, donc il y a vraiment un travail qui est centralisé sur La Croix, Notre Temps, Prions en Église, et puis l'univers jeunesse avec un produit qui s'appelle Bayam, qui est une offre de contenu avec de la création pour les enfants sur écran. Donc on concentre nos moyens sur ces grandes marques et on essaye de développer un business model qui soit stable dans le temps, quoi. Ouais, c'est ce que tout le monde cherche évidemment. Et avant de refermer cette carte d'identité quelque part de Bayard, vous avez une presse entre les deux, parce que j'imagine que l'idée c'est d'accompagner pendant toute la vie de vos lecteurs. Qu'est-ce qu'il y a entre les titres jeunesse et les titres adultes / seniors? Alors pour les jeunes adultes par exemple. Alors, on n'a pas d'offre, on s'arrête à Phosphore. Oui, qui doit être un peu étudiant, voilà, enfin, des lycéens terminale, première, terminale. Et après, donc, on a utilisé le numérique à travers les sites parentaux pour essayer de toucher une cible plus parents, jeunes enfants, donc avec enfants.com, notre famille. Enfants.com, c'est un site web qui est associé au magazine Enfants. Alors, le magazine s'est arrêté, on a continué le site. Justement pour pouvoir adresser toute cette génération qu'on n'arrive pas à toucher par le print aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, vous répondez un peu sur le digital, mais il y a quand même Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que le digital vient prendre sa place par rapport à de l'offre papier pour adresser un public particulier qu'on a du mal à toucher en print aujourd'hui, mais qui, par le numérique, nous redonne accès à ces gens-là. Ouais, effectivement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens de cette génération, à part des magazines de société, c'est pas évident de les toucher. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Je reviens une seconde dessus, puisqu'on en parlait tout à l'heure, le groupe Bayard, donc créé par les Assomptionnistes. Est-ce que Bayard est encore géré par cette congrégation, et comment ça fonctionne un peu la gouvernance de cette société? C'est une structure simple, finalement. Il y a un conseil de surveillance, il y a un directoire avec 4 personnes, dont un membre de la communauté, des Assomptionnistes, André Anthony. Et donc, du coup, on se retrouve dans une entreprise où le collectif est important. C'est-à-dire que l'héritage, finalement, de nos actionnaires, c'est le travail en collectif. Et donc, un directoire, 4 personnes, qui co-décident et co-gèrent. Et donc, il faut animer la confrontation. Et donc, c'est ça qui est intéressant à Bayard. Tout le monde, ça pose toujours des questions de management par rapport à toutes les théories de management d'aujourd'hui, d'hier. Bien sûr. Voilà, mais ça pose l'ADN de toute la relation sociale dans l'entreprise. C'est un collectif. Et quand il y a des personnalités fortes, forcément, c'est toujours le collectif qui doit primer. Et finalement, le représentant de l'actionnaire est là justement pour nous aider, pour nous challenger, il nous pousse loin, il nous interroge vraiment sur des questions fondamentales. Et sachant que par ailleurs, il a une autre caractéristique, il a le temps. Une communauté a le temps, c'est-à-dire que tu veux dire fondamentalement la communauté a le temps parce qu'elle s'inscrit dans la durée. C'est pas un actionnaire qui attend des dividendes. 1873, ils disent, on a vécu tellement de choses dans notre vie de communauté avec Bayard.
Et donc, quelque part, chaque collaborateur qui arrive à Bayard et qui travaille à Bayard, plus ou moins longtemps, c'est un maillon d'une grande chaîne, mais il y a un héritage et puis il y a un avenir, et on doit faire évoluer tout ça. Et il nous aide justement. Une petite anecdote, 2007, avec Pascal Ruffnac, on lance cette offre numérique pour les enfants, Bayard Kids, qui est devenu Bayam. Et puis il y a tout de suite eu ce débat, tu sais, du rapport aux écrans avec les enfants. Ouais. Et Bayard Jeunesse s'inscrivait dans l'idée qu'il y a toujours le rôle du parent est important, il faut accompagner l'enfant, il faut lui donner le goût de la lecture, des images, parler, échanger avec lui, la lecture du soir au lit, c'était important. Et il y avait au sein de Bayard un débat, une espèce de questionnement en disant mais est-ce que Bayard, en allant sur les écrans, ne va pas à l'encontre de tout ce qu'on a fait ces dernières années sur est-ce qu'on j'ai envie de mettre mon enfant sur un écran, quoi. Ouais. Et c'était intéressant, c'était un vrai débat. Je me rappelle, André, on discutait avec lui, une question qu'il a posée et qu'il nous posait à toute l'équipe. Il y avait Stéphane Bataillon, il y avait toute l'équipe qui était avec moi. Et est-ce qu'il y a un risque que votre offre fasse écran à la relation parent-enfant ? Et j'ai trouvé la question incroyable. C'est-à-dire, on travaille sur une offre écran, on disait mais est-ce que ça va faire écran à la relation parent-enfant ? Et donc on a retravaillé toute l'approche là-dessus en disant finalement dans le numérique pour les enfants, il y a une question de fond, c'est le choix du contenu. Pourquoi je mets un enfant ? D'amener les parents à réfléchir sur oui, l'enfant ne pourra pas éviter les écrans. Non. Et donc, j'ai un devoir éducatif et il faut apprendre, mais ça, il faut qu'on me donne des bons contenus, il faut que ce soit des contenus où je sais qu'il y a une programmation, il y a une rencontre, il y a des rendez-vous, il y a des événements, il y a des jeux, il y a des histoires, il y a tout un univers, et encore faut-il rentrer dans cet univers. Et donc, on s'est adressé peut-être à une population, et on le voit en ce moment avec le confinement du Covid. On a quand même une segmentation de parents. Alors, il y a les parents qui sont anti-écran et qui le resteront par conviction. Et puis, il y a des parents qui sont aussi, ma génération, celle d'après, qui sont aussi des joueurs. Enfin, je veux dire, ça me parle beaucoup. Ça me parle évidemment beaucoup. Et j'aime à dire que quand tu apprends à ton enfant à faire du vélo, tu l'accompagnes. C'est-à-dire que tu lui expliques. Tu l'accompagnes et discrètement tu glisses ta main sous la selle, mais tu lui montres pas. Mais quelque part tu le guides, t'essayes qu'il entraîne, voilà. Qu'il se sente autonome. Et je pédale, donc j'avance. Et en fait c'est le parent qui derrière pousse et amène. Et puis tout d'un coup ta main lâche la selle et puis tu vois. C'est ça. Et Bayam, c'est une réponse à cette question pour des parents. Où est-ce que je peux trouver des contenus de qualité pour mon enfant plutôt qu'il aille regarder YouTube? Ouais, mais pour moi le débat il est vraiment là en tant que parent d'enfants de 8 et 10 ans. Alors évidemment, ça, d'un certain âge, il n'y a pas d'écran, ça, on le sait tous. Mais pour moi, en fait, un écran, dans l'absolu, c'est pas un problème. C'est vraiment ce qu'ils y font. Effectivement, tu les laisses sur YouTube, je pense que ça peut être catastrophique, mais tu leur donnes des applications pédagogiques, éducatives, des documentaires. Et donc là, Bayam, en l'occurrence, il faut pas qu'il reste non plus des heures sur l'écran parce que c'est pas bon pour les yeux, mais quelque part, c'est juste un support parmi d'autres. C'est le contenu qui prime. Et alors, un, c'est le contenu. Et deux, quand on dit la relation parent-enfant, c'est pas que la question, c'est à l'époque quand on lance Pomme d'Api, les parents lisaient Pomme d'Api avant de le donner aux enfants. Ils connaissaient par cœur, ils écrivaient des lettres au service lecteur de la rédaction en disant on a lu, il y avait une erreur, ça j'ai adoré, c'était bien. Et quand tu interrogeais les parents Pomme d'Api, ils étaient capables de te dire mais je me souviens de tel numéro. Là, c'est la même chose. Il faut que les parents se saisissent de Bayam. Il faut qu'ils aillent voir et écouter les contenus avec leurs enfants et en parlent avec les enfants. Et c'est là où il y a souvent, à mon sens, mais je peux me tromper aussi, c'est que il faut parler avec les enfants de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont. Ils vont raconter leur expérience avec Bayam. Ils vont raconter la petite vidéo, l'histoire qu'ils ont écoutée, l'interaction qu'ils ont faite. Et il faut que les parents se mettent à leur niveau aussi. Ouais. Et c'est dans le débat, dans le dialogue avec les enfants que la question même du rapport aux médias, dont on parle dans les écoles aujourd'hui, c'est justement cette capacité à confronter des idées, des sensations, des émotions. Et c'est ça qu'on propose à travers Bayam. Il faut que les parents soient impliqués. Et en fait, dans nos sociétés actuelles, c'est vrai que c'est compliqué. Manque de temps. Ça peut être c'est par facilité, sur un écran et c'est facile, pour avoir besoin pendant que je prépare le repas, etc. Ça c'est destructeur. Ce geste de dire le parent, allez,
l'espèce tiens, de je vais me prendre une demi-heure tranquille, je laisse devant un écran. Oui, ça c'est... Mais quand il y a un choix et il y a une décision prise en disant mais plutôt que de perdre du temps, va sur Bayam, je regarde, il y a une belle histoire, on va t'expliquer comment on fabrique le chocolat, une usine à chocolat, ou comment on va faire une recette ou des choses. D'ailleurs, Stéphane, à l'époque, sur Bayer Kids, avait beaucoup travaillé l'accès à la poésie, par exemple. Ne serait-ce que de proposer une image. Tu vois, une image, un son, de dire qu'est-ce que tu ressens, voilà. C'est toutes ces questions-là de la création éditoriale. Top. On reprend une seconde un peu de hauteur parce que donc là sur Bayam, donc et ça donne envie et donc à tester. Vous êtes historiquement ou d'abord un groupe papier, presse, livre. Globalement, là tu parlais de Bayam, mais c'est quoi les défis pour s'adapter au numérique pour le groupe Bayard? Parce que évidemment vous êtes sur un modèle et on peut peut-être rappeler les quelques piliers du modèle économique de Bayard, très print. Vous êtes allé tôt sur le numérique. Comment ça se structure et pilote en interne ces grands shifts? Aujourd'hui, l'ADN de Bayard, c'est quand même un ADN de l'abonnement. Tu vois, c'est une machine d'abonnement. C'est une machine. Le terme alors attention, c'est un terme plutôt positif dans le sens où ça c'est rodé, ça tourne bien et vous êtes structuré autour de la prise d'abonnement. Ouais, c'est vraiment une culture. Une culture, c'est peut-être plus joli qu'une machine. Ouais, c'est une culture où voilà, on est sur ce rapport et ce lien, cette relation client-lecteur. Client parce que abonné, lecteur parce qu'ils lisent. Alors ça peut être le parent qui abonne ou l'adulte qui s'abonne en direct. Mais en même temps, c'est là où c'est intéressant de travailler dans un groupe aussi ancien. C'est que quand tu remontes, quand tu dépasses ta mémoire et que tu regardes dans les archives de ce qu'a été Bayard, tu t'aperçois que Bayard, dans les années 1900, 1910, 1920, c'est des époques qu'on a oubliées, tu vois, on n'en parle pas, mais il y avait l'Ange des projections lumineuses. Tu vois, c'est un premier périodique catholique qui était consacré aux projections. Alors, et on le sait pas, mais c'est un peu dans les archives que l'on a, il y avait il faut savoir que Bayard dans les années 1900, 1920, 1930, on développait, on commercialisait des appareils de projection fixe puis cinématographique et tous les accessoires qui vont avec, pour se promener dans tous les villages de France et transmettre des histoires à travers l'image animée. Et donc on avait on avait des projecteurs. Enfin, Bayard avait fabriqué des projecteurs. Enfin voilà, c'est pour ça que le rapport à la presse écrite, il est vrai aujourd'hui parce que c'est ancré. Mais si tu remontes un peu, tu t'aperçois que à l'époque, nos anciens avaient essayé de travailler sur ce rapport aux écrans dont on vient de parler. Ouais, quelque part. Ils l'ont traité à déjà travers. Voilà, ils étaient déjà sur des projecteurs et ils les proposaient dans les villages de France pour aller projeter des histoires. Et il y a un autre exemple qui est incroyable, c'est l'illustré, entre 1915 et 1930, l'illustré, c'était en fait l'amorce de la BD, la bande dessinée. Et ben ça a provoqué énormément de réactions négatives sur nos lecteurs de l'époque, parce que la BD n'enrichit pas autant le vocabulaire de l'enfant. Et donc la BD, elle était vue un peu comme disruptive. Ouais. C'était pas bien, c'était pas bon, tu vois, il fallait un texte, il fallait. Moi, j'étais élevé un peu comme ça. Alors, il y avait beaucoup de BD à la maison, mais la BD, effectivement, c'était presque pas de la lecture, quoi. Exactement. C'était plus du loisir, tout à fait. De la lecture. Et un autre exemple, tu prends le lancement de Pomme d'Api dans les années 66, tu vois, on est dans les fin des années 60, début des années 70, et on propose Pomme d'Api, des images, des histoires. Enfin, c'était un super objet vendu en abonnement. Et alors là, tu demanderais petit coucou à Catherine Villiers-Michelet qui s'occupe de la direction client aujourd'hui à Bayard. Je suis sûr qu'on peut retrouver des lettres d'abonnés, de parents qui ont écrit à Bayard en disant c'est scandaleux. Vous nous faites payer un abonnement pour un enfant qui ne sait toujours pas lire. Ah, c'est incroyable. C'est le papa qui est abonné. Papa reçoit le Monde ou l'Express de l'époque. Tu vois, les abonnements, c'était sérieux. C'était sérieux. C'était un statut. Et là, on propose un abonnement à un enfant et ça a généré, et ça a mis énormément d'années à s'inscrire. Alors maintenant, ça nous paraît naturel, mais voilà. Tu vois, comme quoi, quand tu regardes ton histoire, tu comprends mieux d'où tu viens et tu sais que les difficultés que tu vas rencontrer, tu peux les surmonter. Il faut juste, c'est un rapport au temps qui est un peu particulier. Et ça, c'est un grand enseignement à Bayard. C'est quelqu'un qui, quand je suis arrivé en 2001, qui m'avait dit ça un jour. Il m'avait dit, tu sais, regarde ta montre, la minute à Bayard n'est pas la minute de ta montre. Si tu comprends pas ça, t'as du mal à travailler. À travailler dans le groupe, quoi. Ouais, parce que c'est un rapport au temps qui est vraiment, vraiment très différent.
Dit comme ça a l'air chouette tant que ça fonctionne en termes de résultats. Alors, c'était pas ma question suivante, mais est-ce que Bayard est un groupe rentable ? Ouais. Alors, la demande de l'actionnaire, c'est de ne nous mettez pas à risque et soyez toujours à l'équilibre. Donc, gérez bien, c'est ce qu'on appelle une gestion... Bon père de famille. Vous voyez, qu'on appelle bon père de famille, c'est qu'on essaye il y a toujours ce ratio, tu sais, bénéfice-risque. Dans chaque choix, tous les collaborateurs du groupe, du directoire jusqu'aux rédactions, à toutes les directions de services support. Et face aux décisions qu'une entreprise doit prendre, tu dois évaluer ton ratio bénéfice-risque. Et j'imagine que vous-même, à cause de Vostra, vous faites régulièrement vous prenez des décisions, vous n'êtes pas complètement convaincu que c'est la bonne décision, mais vous estimez que votre ratio bénéfice-risque est plutôt bénéfice. Et on y va. Ouais. Et vous y allez. Et vous assumez le fait que si ça plante, vous trouverez d'autres relais. Et donc, finalement, c'est ce dialogue-là que l'on cherche. Et après, c'est vrai que aujourd'hui, la question du numérique, elle bouscule parce qu'elle accélère encore un peu ce temps. C'est-à-dire que la minute du temps réel, elle se réduit parce que ça passe très très vite. Ouais. Et elle s'est confrontée à cette minute Bayard. On dit non, attends, pourquoi ? Et on va se reposer des questions. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu disais, et c'est être à l'équilibre. Alors là, je pousse un peu justement la réflexion, c'est-à-dire que si vous ne gagnez pas d'argent, mais que vous êtes à l'équilibre et que tous les salaires, toutes les charges ont été payées, vous avez rempli votre mission parce que vous avez produit du contenu et qui est un peu la mission de Bayard sur certaines valeurs, même si c'est pas encore une fois trop marqué Cato, vous avez rempli votre mission. C'est presque pas une société à but lucratif. Non, c'est vraiment une entreprise à œuvre. C'est une entreprise à œuvre. Voilà, c'est une entreprise. Et ce qu'on nous demande, c'est de bien gérer les choses. Voilà, faut pas être foufou. Mais vous pouvez prendre des risques, comme tu l'as dit, c'est mesuré dans une certaine proportion. Je peux te dire que je peux te sortir des échecs. On en est en ligne. Hein, je veux dire, bien sûr. En même temps, qui ne tente rien n'a rien. Exactement. Le tout, c'est de bien piloter le risque. C'est de bien gérer l'atterrissage. Un des phénomènes que l'on constate aujourd'hui, c'est que les cycles économiques sont quand même plus courts. À commencer par numérique, évidemment. En fait, voilà, le cycle de vie d'un produit numérique, il reste quand même court. Et donc, c'est vrai qu'il faut allier ce temps-là avec ce que nous apporte le fait de pouvoir travailler dans un groupe qui a ce rapport au temps un peu différent. Alors, ça veut dire aussi que dans la structure de Bayard, tu sais, on a parlé du public jeunesse, public adulte, le public catholique. On a aussi, c'est des gens qui travaillent dans la presse. On connaît la presse quotidienne, La Croix, mensuelle avec Notre Temps, hebdomadaire avec Pèlerin. On a aussi tout un secteur livre. Ouais, toute une activité Bayard Édition jeunesse. Tu vois, Mortel Adèle en ce moment qui fait un carton. Ah, c'est Bayard. Tu vois, là, donc j'ai beaucoup de livres Bayard. Ouais, voilà. Ça, c'est un beau carton. C'est un énorme carton. Ouais. Et donc, mais il faut jamais oublier que, par exemple, J'aime lire, qui nous a appris à lire, on est tous nés avec ce petit livre rouge. Ouais, avec, comment il s'appelait l'icône, le petit crayon. Voilà. Le petit crayon. Et dedans, il y y la BD Tom Tom et Nana. Ouais. Et sans la BD Tom Tom et Nana, peut-être que J'aime lire, on n'aurait jamais connu. Probablement. Mais tu vois, c'est toute cette création, et c'est ça qui fait le sel et l'ADN de Bayard. Écoute, c'est chouette. On va revenir sur des choses plus pas techniques, mais sur le modèle économique. Donc on l'a dit, votre ADN c'est l'abonnement. Ouais. Alors l'abonnement, on va juste garder 30 secondes d'abonnement parce que c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde reparle de l'abonnement. Oui, c'est. T'as noté ? Oui, c'est un peu mon quotidien, effectivement. Oui. Et quelque part, c'est un retour à des fondamentaux plutôt sains. J'ai l'impression de se faire payer de manière régulière par son lecteur directement. C'est-à-dire que vous ne faites pas de pub chez Bayard ? Si, on fait de la pub. J'imagine. Ouais, on fait de la pub. Non, mais c'est intéressant ce retour du modèle abonnement. Parfois un peu contraint d'ailleurs, je trouve, parce que la pub, avec tous les problèmes qu'on connaît sur la pub sur Internet, le tracking, la privacy, badam. On va peut-être en reparler un peu. On va en parler après, mais voilà, c'est ça. Bon, allez, on va revenir à quelque chose. Mais alors l'abonnement, c'est le chiffre d'affaires récurrent. Tous les mois, on paie. Alors tout le monde redécouvre la vertu de quelqu'un qui n'a toujours pas reçu son produit, mais va payer 12 mois à l'avance le produit. Ouais, c'est fantastique. Ouais, c'est top. En termes de trésorerie, en termes de visibilité. Voilà. Et donc c'est vrai que à Bayard, on a l'habitude de dire, quand tu fais une formation à Bayard, on va t'apprendre les 3 principaux indicateurs de l'abonnement, le CRA,
le taux de fidélité et l'horizon de diffusion. Voilà. Tu pilotes ton entreprise grâce à ça, ton coût de recrutement abonné, combien tu dépenses pour recruter ton nouvel abonné, le taux de fidélité, combien de temps il va rester abonné à ton titre. Et l'horizon de diffusion, c'est finalement dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, de dire, voilà, mon portefeuille est constitué de tant de gens qui sont rentrés à tel prix. Alors ça peut dépendre aussi de l'élasticité prix par rapport à ton public et ton titre. Et donc Bayard, c'est une collection de titres qui ont des modèles d'abonnement mais très différents, des durées différentes. C'est vrai que Bayard Jeunesse dans les années 80-90, c'était la grande école du marketing direct. Ouais. Tu sortais d'une grande école de commerce, t'allais à Bayard Jeunesse, quoi. Et t'apprenais le métier du marketing direct. Le mailing, rédiger un mailing, une relance de réabonnement, le calcul de primes. Enfin, c'était classe, quoi. Ouais. Ça, c'était. Et donc, pourquoi t'en parles au passé? C'est qu'aujourd'hui, c'est plus parce qu'il y a eu d'autres modèles ou parce que ça a perdu non, ça reste, mais tout d'un coup, il y a eu l'arrivée d'Internet, il y a l'arrivée d'une conscience écologique qui fait que recevoir des mailings papier, des enveloppes, tout ça se mélange, donc c'est difficile à appréhender. On essaye de comprendre comment, par exemple, quand tu envoies un titre, un magazine avec un sous-enveloppe, tu essayes d'avoir une enveloppe plus écologique, de réduire ton empreinte écologique, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Mais l'abonnement, là où c'est plus drôle, c'est que quand tu relis des articles qui te parlent du modèle de Netflix, le modèle de Spotify, tu dis, oui, d'accord, mais tous ces indicateurs, ces fameux KPI, on suit ça depuis maintenant 50 ans, donc il y a rien de vraiment totalement nouveau là-dedans. Ouais. Après, c'est vrai qu'Internet, toi, c'est un peu la boule dans un jeu de carré, et puis d'un coup, parce que d'abord, les gens ont l'impression d'accéder gratuitement à vachement de contenu, donc pourquoi aller m'abonner ? Ouais. Donc l'illusion de la proposition de valeur d'un coup de contenu. Finalement, je lis un titre, il me suffit de lire un titre, juste le titre, voilà, et puis ça y est, je suis au courant. Ouais. Donc voilà, ça crée le rapport à l'information, à l'abonnement, oui, on a pris un sacré coup. Ouais. Mais ça renforce. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Les gens l'ont pas sous les yeux, mais quand tu prends un journal ou quand tu prends un magazine comme Notre Temps, c'est d'abord et avant tout. On oublie souvent de le dire. Ce sont d'abord et avant tout des objets. Voilà. Que tu touches, qui est physique. Voilà, c'est physique. T'as un chemin de fer. On a oublié la puissance du chemin de fer. L'éditorialisation du contenu. L'éditorialisation, mais au-delà de l'éditorialisation de la qualité, si tu feuillettes un journal, tu vas t'apercevoir qu'il y a des temps longs, des temps courts. On va te mettre une grille de mots croisés entre 2 articles. Il y a un choix. Et ça répond à des années d'études avec nos lecteurs. On les a interrogés, on leur a demandé, on travaille avec eux. C'est toute une culture, la presse. Et on a voulu... Internet est arrivé, tout est accessible, mais on passe plus par la couverture, on ne passe même plus par la homepage. On passe par l'article on arrive directement, par l'article. Bien sûr. Et du coup, ce qui est intéressant quand tu travailles dans un groupe de presse comme Bayard, c'est que tu travailles aussi avec des équipes qui travaillent dans l'édition, le livre. Et tu sais que dans les maisons d'édition, le truc le plus important, c'est le catalogue. Voilà. Il te faut un catalogue, alors tu as les nouveautés, et puis tu as le fond de catalogue qui te permet d'amortir le coût finalement de ton catalogue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de vivre un moment où finalement la presse va puiser quelque part dans l'ADN de le monde de l'édition, le fait qu'aujourd'hui sur Internet, chaque article compose finalement une unité de valeur comme un livre. Exactement. Et tu gères ton catalogue qui est en fait l'ensemble de ton magazine. Mais comme il n'a plus d'apparence d'objet, puisqu'il est dématérialisé et sur ton écran, l'éditeur se transforme quelque part c'est la personne qui gère et qui va demander, par exemple... Le catalogue. Là, tu vois, tu prends Notre Temps, 12 numéros. Ça veut dire que sur 12 numéros, tu vas avoir peut-être 12 ou 24 grands dossiers d'articles de fond. Mais on sait que sur Internet, ça va pas suffire. Parce que ça va être une fois par mois un contact. Et donc, tu vas travailler avec la rédaction pour voir comment tu peux enrichir ou travailler sur des verticales, comme une maison d'édition, quelque part. D'accord, ouais, donc tu mimiques un peu... Ouais, c'est-à-dire que tu dis, c'est quoi mon catalogue sur la thématique, par exemple, je sais pas, tu prends une thématique santé ou une thématique droit, par exemple, quelqu'un qui se retrouve dans une problématique, par exemple, je viens de perdre un de mes parents, il y a tout le travail de succession, je vais m'intéresser à tous ces sujets-là, mais je vais faire non pas du binge drinking comme sur Netflix, mais je vais pendant 3 semaines scroller tout Internet pour tout comprendre de la problématique successorale. Et là, ce qui est important, c'est que Notre Temps, en tant que marque qui accompagne nos lecteurs, ils puissent trouver
justement sur le site toute cette profondeur de contenu qu'on ne peut pas réduire à un numéro sur 12 numéros par an. Exactement. Voilà. Et donc, c'est cette espèce de jeu de jambes qu'on essaye de développer avec toute l'équipe, avec Marie Offray de Notre Temps, avec Emmanuel, avec Bruno. Voilà, on essaye de travailler sur ces axes-là. Après, on revient sur l'abonnement. Il y a la vente au kiosque. On est présent. Tu prends Notre Temps, ça fait partie des plus gros tirages en France, mais pas pour tous les titres. On a aussi la publicité, on en a parlé. Ouais. Notre Temps, ça fait partie de l'équilibre économique du magazine et du site web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le site web, c'est quand même d'abord et avant tout un revenu publicitaire. Et ça, je pose une question, mais la publicité, vous avez aucun problème avec la publicité en tant que congrégation, etc., en se disant on préférait avoir une relation directe abonnée que de l'abonnement et pas de publicité? Non, la pression marketing, c'est la même, vous êtes dans les mêmes logiques qu'un groupe de presse en fait, la publicité était présente très rapidement dans Notre Temps, et ça fait partie du contrat de lecture que l'on a avec nos lecteurs. Ils trouvent l'intérêt d'avoir des publicités qui les intéressent. Affinitaire. Voilà, c'est affinitaire. Ils se disent non, mais ça fait partie. Et d'ailleurs, ils font la différence. Ils ont. Après, on a une exigence sur la qualité des annonceurs. Effectivement, ça c'est pas. Mais ce qui est important sur le point de vue du modèle économique, c'est que je le vois sur le site web et pour la presse aussi, c'est quand même une marge importante. Un pourcentage de la marge de Notre Temps dépend de la publicité. Donc, tu vois, c'est inscrit quand même dans notre là aussi dans l'ADN du titre et dans ce que l'on fait. Et vous faites du brand content, vous avez des OPS Alors, on a une régie intégrée, Bayard Média Développement, qui est dirigée par Fabienne. Et donc, on a tout le volet classique d'une offre de régie. Alors, papier, web, print plus web, avec toutes les opérations. Ce qu'on a fait ces 4 dernières années, c'est de travailler... on a pas mal travaillé donc, avec Sybille Lemaire sur tout le travail de diversification et comment amener des grands partenaires autour d'un titre. Tu sais que les retraites, les seniors en France, c'est quand même une génération. C'est une génération qui est pleine d'avenir. C'est clair. Et donc, on a pas mal travaillé sur la question de la diversification et sur la capacité qu'on avait sur des fils rouges, sur des temps longs, à s'engager avec des partenaires. C'est une nouvelle forme de relation économique qui s'instruit, mais qui est vraiment passionnante. On va revenir sur la diversification et l'innovation juste après. Donc tu parlais tout à l'heure vraiment de votre ADN, un peu cette de marketing direct, de mailing, de chaînage. Comment vous l'avez transposé au numérique? Parce que c'est vraiment très proche, c'est les mêmes concepts, mais c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes expertises. Est-ce que vous avez réussi aujourd'hui à transposer tout ce savoir sur le numérique avec des ponts entre les deux? Ouais. Ça date les années 2000. Alors il y a 20 ans, quoi. Ouais. Donc ça paraît loin. Ouais, ça paraît loin. C'est horrible. Faut se remettre dans les. Parce qu'à 20 ans, il n'y avait pas d'abonnement. Il n'y avait pas d'abonnement. Et d'ailleurs, le projet Bayard Web qui s'était lancé à l'époque, 99, 2000, 2001, avait pour objectif de développer des sites web payants sur Internet. Et puis très rapidement, on fait le constat que en fait, la DSL venait juste de se développer. Il y avait à peine 300 000 foyers équipés à DSL dans les années 2000. Et donc, en 2004, on arrête le projet Bayard Web et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on y va pas? Oui, c'est ça, avec le titre de se dire, on arrête totalement, c'est pas pour nous, on gagne pas d'argent, ça sert à rien de dépenser. Il faut revenir sur ce qu'on sait faire. Et puis, on se dit, non, en fait, il y a un truc à faire. Et le pari, ça a été de dire, si on investit 1 euro, on investit 1 euro dans le e-commerce. En fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, le premier acte qu'on doit mener, à son terme, c'est faciliter la prise d'abonnement à nos offres, à nos magazines sur Internet. D'accord, donc Internet deviendrait c'est un canal de prise d'acquisition de commande. Pour des abonnements papier. Alors d'abord, un canal de prise de commande, tu te simplifies la vie. Oui. À 11h du soir, tu n'as plus à faire ton chèque, mettre dans une enveloppe, timbrer, poster à la poste. Non, tu te connectes, tu te dis, tiens, je vais prendre ça pour mon pomme d'api, moi je vais me prendre mon... Donc un e-commerce. Voilà, le e-commerce. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que quand on me demande, combien vous pesez, vous, le groupe Bayard, tu sais, avec les résultats CPM, oui, alors il y en a qui font 100 millions de visites jour, bon. Et j'avais l'habitude de dire à l'époque, moi mon référentiel est plutôt FEVAD. Ouais, donc la fédération de la vente à distance. C'est-à-dire finalement quand ils publient tous les ans le nombre d'e-commerçants en France, le panier moyen, le nombre de transactions, ça te donne des indicateurs. Et nous, on s'est toujours comparé par rapport à ces indicateurs-là. Et aujourd'hui, si tu veux, on va en gros taper plus de 500 000 transactions carte bleue par an.
le jour où effectivement tu as une panne de ton site e-commerce, je pense que chaque minute compte. Assez rapidement, tu as quand même la directrice financière qui dit vous allez le résoudre le bug ou et là c'est vraiment important. Et ça on a démarré très très tôt en fait, 2003, 2004, 2005, 2006. Donc on a démarré très vite. Et aujourd'hui, Internet, c'est un canal de prise de commande, ce sont des économies sur le full. Ce sont aussi une amélioration du service client. C'est un service que tu apportes à tes abonnés. C'est un lieu de recrutement pour du nouveau, pour aller chercher des nouveaux, te faire connaître. Et c'est aussi un moyen de fidéliser. Donc, tu vois, c'est une grosse mécanique. Et là, aujourd'hui, on faisait encore le bilan. Ça continue. Alors, le confinement nous a encore plus aidé. Bien aidé. Et là, tu veux, c'est un tapis rouge, quoi. Ouais. Alors après, effectivement, on en reparlera, mais il faut qu'informatiquement ça suive, il faut que les développements suivent, il faut que les parcours clients, l'UX, enfin, tout vient rentrer en jeu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... C'est vraiment des réflexes d'e-commerçant. Enfin, ce que tu dis, tu vois, ça pourrait être dans le podcast de mon associé Le Panier sur de l'e-commerce, quoi. Oui, clairement. Il faudrait... En fait, notre réussite, elle est là. Notre réussite numérique pour le groupe Bayer Presse, c'est d'avoir réussi ce passage aux e-commerçants. Alors après, c'est le premier canal aujourd'hui d'acquisition. Ouais, clairement. C'est votre, c'est votre plus grosse boutique. Là-dessus, c'est massif. Donc après, on a la question de comment on amène tous nos abonnés à dire, imaginez avoir les bonnes offres pour dire, vous pourriez vous abonner en numérique. C'est en particulier le défi de la Croix. C'est le défi de prier en église. C'est le défi de notre temps. Voilà, c'est comment on arrive à... Et là, pour moi, dans mon business à moi, sur Notre Temps, on a une grosse audience sur NotreTemps.com. Pour autant, il y a que, tu sais, entre mes abonnés print et l'audience de Notre Temps, j'ai que 10% d'abonnés lecteurs du magazine qui viennent sur le site NotreTemps.com. Donc, j'ai un potentiel, en fait. Oui. Et il faut le travailler, il faut le connaître, il faut l'engager avec nous. Et puis, à un moment, il dit, mais à force de voir la couverture, les articles, et tous les... C'est ça qui est intéressant, tu t'aperçois que finalement, et ça c'est partagé par tous les éditeurs de presse, le numérique pose une petite difficulté, c'est comment tu joues la prise en main de ton produit sur Internet. Ça, tu te rappelles à l'époque quand on s'était recroisés, parce qu'on se connaît en fait depuis quelques années. Depuis 2014. Donc il y avait cette idée de mettre, on va mettre le PDF. Ouais, tous les kiosques, donc Press Reader qu'on représentait à l'époque, ou le kiosque... devenu café. Et en fait, la question de fond à travers tout ça, c'est comment tu donnes envie de t'abonner à un objet que tu dois avoir sur écran. Alors, c'est vrai que le feuilletage, il n'y a rien de mieux. Tu vois, tu te rappelles le facsimilé en marketing direct, on envoyait des facsimilés, c'est 15 pages, où quand tu le feuillettes, tu fais tourner les pages, tu vois à peu près l'idée de l'objet. L'idée de la maquette, du contenu. Mais comment tu mets en main ton objet quand tu es dans une relation virtuelle sur écran. Voilà, ça c'est une des grandes questions qu'on a essayé de travailler. Et que vous n'avez pas craqué. Non, parce que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et en fait, moi, je pense que c'est autre chose, c'est un autre paradigme. Et ça m'a amené à ma question suivante. Est-ce que vous avez des abonnés purs numériques qui donc ne sont pas abonnés au papier? Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez, que vous fuyez? Parce qu'il y a toujours le sujet, juste pour rappeler un peu le contexte, et qui est un calcul, à mon avis, mauvais, mais tu me diras ce que t'en penses, que pour moi, tu t'abonnes à Notre Temps. Tu peux être qu'en numérique, mais peut-être que si tu es sur une offre numérique, elle coûte moins cher que celle du papier, donc tu vas avoir moins de revenus sur cet utilisateur parce qu'il sera abonné au numérique. Mais en parallèle, t'as pas à imprimer, donc t'as pas de logistique, t'as pas de coûts, etc. Donc peut-être qu'en termes de marge, c'est aussi bon. Comment vous faites ces arbitrages si vous les faites? Alors, on va dire que la grosse locomotive sur ce sujet-là, c'est quand même le quotidien La Croix. C'est quand même le quotidien La Croix qui a initié l'amorçage de cette réflexion entre une offre d'un quotidien papier, majoritairement sur abonnement, et cette offre numérique qui est en train de se développer. Donc, c'est toujours la difficulté, c'est de trouver l'effet volume en numérique. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'expériences où tu vends des offres numériques, mais tu n'as pas d'effet volume. Que tu as par ailleurs quand même dans le papier, parce que ça fait 50 ans que tout le monde est habitué à... Et donc, on essaye ils ont testé, il y a eu des offres, il y a eu de la B-test sur des offres avec des prix moins chers que l'abonnement papier. Et puis en même temps, c'était aussi une écoute active de nos lecteurs. Il y avait la question de l'articulation entre la semaine et le week-end. Ouais. Il y a eu cette proposition de la Croix l'Hebdo en print qui est venue compléter l'offre d'abonnement numérique à la Croix, voilà. Tu peux recevoir La Croix l'Hebdo et dans la semaine consulter le site lacroix.com en tant qu'abonné.
Ce qui est une bonne offre, j'ai l'impression, sur le papier. Ouais, c'est des offres qui marchent bien. Colle bien aux usages. Qui collent bien aux usages, qui permettent de recruter du nouveau aussi, d'aller chercher des nouveaux qui sont un peu plus loin que le cœur de notre cible abonnée. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu écoutes tes lecteurs, tes abonnés. Alors, c'est intéressant parce que tu as des lecteurs qui disent non, mais je suis passé au numérique parce que j'en pouvais plus de ma pile de journaux que je tourne. Qui fait stresser un peu, tu vois, quand t'es abonné à un quotidien ou un hebdo, que tu n'as pas le temps de le lire, tu te dis, en fait, à quoi sert mon abonnement ? Ouais, puis j'ai pas le temps. En fait, ça serait tellement plus simple d'avoir un accès numérique. Et puis, quelques temps après, tu réinterroges ces mêmes personnes. Ah oui, mais je vais revenir au papier, renvoyez-moi du papier, parce qu'en fait, le numérique, j'y vais jamais, j'y pense pas. Bon, mais tu vois, le développement de l'offre numérique sur lequel travaillent les équipes, c'est ça, c'est d'accompagner ce mouvement et de détecter le point de bascule pour chacun. Et en fait, chaque abonné a son propre rapport au numérique. D'accord. Et il faut saisir ce moment-là, le détecter, lui proposer la bonne offre, et puis surtout lui permettre de... En abonnement, en presse, l'objet, on est quand même rythmé. Tu vois, c'est quotidien, hebdo, mensuel ou trimestriel. Ouais. Voilà. Et donc, tu as des espèces de rendez-vous qui sont créés, que tu crées à travers ça. Dès que tu passes sur le numérique, la principale difficulté qu'on rencontre, c'est comment on recrée le moment de rendez-vous avec notre lecteur. C'est-à-dire comment lui redonner envie de se reconnecter, parce que c'est à lui de venir, sauf si tu as une newsletter, que tu as un push, que tu essayes de... Mais fondamentalement, c'est le lecteur qui va venir te voir et il faut recréer ce rendez-vous. Et là, c'est ça qui est intéressant dans le travail avec les équipes. En particulier, on travaille avec Notre Temps. L'équipe Notre Temps qui travaille sur un mensuel, finalement, sur le .com, c'est une relation quotidienne. Oui, évidemment. Voilà. Ouais. Ça devrait presque être du reverse publishing. Ouais, c'est inverse. C'est inverse. Mais c'est pas la même équipe, ils n'ont pas la taille d'un quotidien, tu vois. Ouais. Tu prends la rédaction de La Croix, ça n'a rien à voir avec la rédaction de Notre Temps. C'est un mensuel. Donc, est-ce que c'est aussi peut-être les rédactions ? Est-ce que les rédactions ont peut-être du plus de mal à se mettre en se disant que t'es rythmé par ça fait des années que t'es rythmé par justement ces rythmes quotidiens, hebdomadaires, et d'un coup tu passes sur autre chose. Je pense que c'est compliqué quand tu as acquis et développé des compétences d'un travail qui serait réparti sur un mois pour sortir. Quand on te dit maintenant il faut publier en temps réel quasiment. Ouais. Mais n'importe quel métier serait confronté à ça, je dirais c'est pas mon métier, c'est trop dur. Enfin, c'est un gros changement de paradigme, voilà. Encore une fois. Et c'est ça qu'on doit essayer d'accompagner. Et ça nous ouvre. Et alors, comme de plus en plus, quand même, les lecteurs ont conscience du prix, de la valeur de nos contenus, c'est vrai que alors, les quotidiens nous montrent la voie, mais tous les quotidiens n'arrivent pas encore à trouver leur point d'équilibre avec les offres numériques. Non. Alors, pour te dire qu'un hebdo et un mensuel, ça va être encore un peu plus compliqué. Et encore, vous êtes quand même sur un créneau où vous n'avez pas tant de concurrence que ça. Tu vois, t'es un newsmag d'info générale. Je pense que c'est plus dur de trouver son sweet spot quelque part que... Je ne sais pas si c'est un problème de concurrence ou le fait que nos abonnés progressivement vont s'habituer peut-être à basculer d'une offre print à une offre numérique, revenir... Enfin, tu vois, ils vont circuler dans ton offre de contenu. C'est ça qu'il faut imaginer, en fait. Donc ça, c'est la réponse à la question que je te posais tout à l'heure. En fait, vous n'avez pas choisi de pousser plus de numérique ou de plus de papier. C'est que c'est plutôt l'utilisateur et vous essayez de comprendre ce qu'il veut et de lui poser une offre. Chaque lecteur a son propre rapport à son numérique. Et il peut aller de l'un à l'autre en fonction... À nous, alors par contre, à nous, éditeurs, de proposer les bonnes offres et d'être disponible à tout moment pour permettre cette bascule. Alors, ce qui devient compliqué, c'est qu'initialement, dans les ABAC de la direction financière, un abonné était abonné pendant 12 mois à un prix d'entrée par un canal. Et donc, ça te décrivait un horizon de diffusion. Si tu commences à autoriser ton abonné à circuler en disant, là, pendant 2 mois, je vais recevoir, mais je vais arrêter et puis je vais reprendre pour de multiples raisons qui sont propres, c'est sûr que ta lecture financière est plus complexe. Oui. Voilà. Et donc, il faut, et c'est pour ça que c'est le collectif dans toutes ces dimensions qui doit évoluer avec le numérique. Et c'est pour ça que le numérique reste un des enjeux pour le groupe. Mais c'est de faire monter tout le monde en compétences. Dans cette transformation un petit peu des métiers. Puis c'est pas le lecteur est plus
volatile, mais voilà, c'est des usages différents, et puis il peut se désabonner, revenir à l'un, l'autre, prendre des upsells, etc. Et ça, effectivement, je pense que c'est l'objectif d'être un éditeur intégré. Oui, j'imagine que ça doit aider. Et alors, ça me fait penser justement sur la data. Vous êtes capable, justement, ça, un peu tu sais, on parle beaucoup de la collecte de data, de prédiction, calcul de churn. Est-ce que vous êtes équipé aujourd'hui, ou vous réfléchissez à justement avoir cette connaissance pointue de l'utilisateur en utilisant la data qui est disponible sur le numérique, que vous n'aviez pas forcément sur le papier, pour prédire ça et puis être le plus agile possible? Alors, de fait, quand tu travailles depuis longtemps dans l'abonnement, tu es habitué à manipuler de la data. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée d'Internet, le marketing direct s'appuyait sur, alors c'est des vieux mots, mais CRM. Ouais. Je veux dire, depuis les années 85... vous aviez des CRM qui étaient vraiment dans le côté relation. Et il fallait éditer des étiquettes, il fallait envoyer le bon mailing au bon moment, il fallait... Donc, manipuler de la donnée texte, adresse postale, qui soit bien rédigée pour pas revenir. La poste dit, n'habite plus à l'adresse indiquée. Oui, mais c'est un problème d'adressage, normalisation de l'adresse. Enfin, tous les mots techniques que tous les professionnels du marketing direct connaissent par cœur, mais dont on parle pas parce que c'est pas sexy, c'est pas intéressant. C'est pas. Mais donc, toutes ces compétences-là, elles sont au cœur du métier de Bayard. Et donc, quand il a fallu aller sur Internet, quelque part, Bayard était un peu doté en disant, OK, alors donc finalement, j'ai une data que je maîtrise qui est ma donnée client, donc mon CRM, ça, adresse, sans problème, ça vous l'avez, c'est facile à numériser. Et donc après, on voit qu'il y a un nouveau flux qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui se connectent sur un site web, on ne sait pas d'où ils viennent, et là, on s'aperçoit que les fameuses analytics permettent de dresser des tableaux de bord pour dire, voilà, j'ai tant de gens qui sont venus par mois, ils ont fait ci, ils ont fait ça, je les retrouve. Cohortes, calculer tout ça. Mais la notion de cohorte, tu vois, par exemple, la notion de segment, de segmentation, elle est connue par les équipes marketing direct depuis avant Internet. Tu vois, Internet n'a fait qu'amplifier. Je suis né avec Internet, j'ai voilà. Voilà, pour les gens qui sont nés avant Internet. Il y avait déjà donc vous aviez déjà des profils. En tout cas, ça n'a pas été un gros changement de philosophie. Non, c'est pas un changement. Après, ce qui change, c'est la rapidité, c'est les cycles, faut être hyper réactif. Comme on se le disait, les modèles économiques du numérique sont plus courts, donc tu peux plus travailler sur les mêmes abacs, tu peux plus travailler sur tes archives, tu as besoin d'avoir un accès temps réel, là où le print n'imposait pas le temps réel, parce que finalement, tu faisais ton reporting fin de mois, tu regardais ton portefeuille, ton horizon, tu remettais à jour les données, c'était au niveau du mois. Ouais. Là, aujourd'hui, l'entreprise, elle travaille en flux temps réel. Ouais. Et ça, par contre, ce temps réel vient taper les équipes, les organisations, les outils, et il faut... Et comme la force du groupe, c'est d'être mutualisé. C'est-à-dire que quand un commence à tousser, une petite grippe, ça va pas, je perds mes ventes, y en a un autre qui marche bien, qui cartonne. Donc d'un point de vue financier, on garantit l'équilibre du groupe. Mais il y en a qui toussent, il y en a qui vont en super forme. Puis 6 ans plus tard, tu t'aperçois que phénomène de crise ou autre, le livre tombe, mais la presse remonte. Donc c'est des principes de vase communicant. Ouais. Et il faut assurer une plateforme techno qui accompagne ces hausses et ces baisses. Et voilà, c'est ça qu'on anime un peu en interne au niveau tech. Tout est fait en interne, la tech ? Alors pas tout, non. On est assez équilibré. Alors cette question de la tech, elle est. Oui, c'est toujours. Tu sais, j'ai sorti l'épisode de l'étude d'Underline justement sur la stack technique des éditeurs et cette balance entre le fait maison. Et le sur étagère. Voilà, exactement. Ça reste un gros sujet pour le cauchemar, ça. Mais vous le connaissez bien d'ailleurs, parce que vous êtes prestataire. On est prestataire, on développe beaucoup d'outils de sites web, donc on le connaît, mais et je vois également les inconvénients. Dans un monde idéal, je pense que si tu as les moyens de faire en interne, c'est mieux. Mais c'est aussi, je pense qu'il y a un palier, c'est-à-dire que si tu n'as que 2 développeurs, tu peux pas, tu vois, il faut, je pense pas, non pas une armée, mais il faut avoir les ressources suffisantes pour maintenir, évoluer, etc. Et c'est pas évident quand même. C'est pas évident, c'est clair. Mais c'est un vieux débat. Et alors, quel choix vous avez fait chez Bayard ? Tous vos sites, par exemple, sont développés en interne ? Non, il y en a qui sont... la population de développeurs, c'est d'abord et avant de parler tech, on va parler RH, on va parler humain, on va parler des hommes et des femmes de Bayard. On parle souvent de cette population. Cette population des développeurs, on va l'appeler comme ça. On va parler du chef de projet tech jusqu'au développeur web ou app ou autre. Pour Bayard, c'est un 3e homme qui arrive, tu vois, sur le terrain de jeu. On avait les journalistes à côté. Pour le coup, vous n'aviez pas ce genre de profil. On avait les marketeurs, le monde allait bien, le monde tournait bien, la direction des ressources humaines pilotait les deux. Il fallait renouveler les équipes, il faut faire bouger.
Bon, et puis tu avais les équipes de fabricants pour imprimer, pour assurer toute la logistique, les équipes de vente au numéro. Distribution. Voilà, donc tu connais ton... Et puis tout d'un coup, avec Internet, arrive ce gars-là qui développe. Personne ne sait ce qu'il fait, comment ça marche. Comment il parle, mais de quoi il parle, mais qu'est-ce que c'est... Bon, ouais. Compilation, précompilé, pas compilé, mais HTML, alors c'est du code, c'est pas du code. Ouais, mais les vrais développeurs, ils disent que le HTML, c'est pas du code. Bon, bah ouais, mais alors c'est quoi le vrai code? Ouais, mais si tu codes dans C, ça c'est du... Ça c'est du vrai code. Ouais, ça c'est du... Ouais. Et cette culture... La culture open source, j'aime à dire que quand tu connais l'open source, tu connais le fork. Ouais. Il ne peut pas y avoir open source sans fork. Sans fork, exactement. Et puis un fork peut devenir à un moment donné plus. Et le fork, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se lève et qui dit moi je suis plus d'accord avec ce que vous faites parce qu'en fait la bonne façon de faire c'est comme ça. Et le fork du gars va être plus fort que le produit d'origine. Et si tu comprends pas ça, c'est sûr que c'est un monde à part, quoi. Ouais. Et là, tout d'un coup, l'entreprise, le collectif doit apprendre à vivre, à parler, à discuter, à accueillir ce monde humain de développeurs. Et voilà, donc c'est ce qu'on fait depuis 15 ans, alors en particulier avec l'ami Damien, qui travaille sur Bayam aujourd'hui. Et ben, par exemple, là, ça se traduit très concrètement par le montage d'un studio qui va regrouper des développeurs, alors plutôt orientés app, pour l'app Prions en Église, l'app La Croix, l'app Bayam. Et donc, on va mutualiser des ressources avec un co-regard entre la DSI et les équipes opérationnelles qui pilotent, les product owners qui pilotent les développements. Ça, c'est une innovation organisationnelle, mais qui est le fruit de 15 ans de tests. Voilà, on a tenté alors l'internalisation, on a tenté aussi le travail en partenariat avec des studios, un studio à Montréal qui s'appelle Tobo, qui faisait des super produits pour les enfants. Et donc voilà, on a pendant plusieurs années, on a travaillé avec eux. Vous avez testé. Voilà, donc ils avaient leurs clients, ils développaient leurs clients. C'était une société comme indépendante, voilà. Ouais. Donc ils avaient des développeurs, ils trouvaient des contrats tous les ans. Et puis ils avaient un gros contrat qui était le contrat Bayard. Et on a essayé de construire avec eux et on a réinternalisé quelque part le code source qu'on avait fait avec eux. On vient de le réinternaliser dans le studio avec ces développeurs. Votre propre fork. Voilà, on a fait et puis on va reforker encore plus d'une fois, mais c'est encore la question par exemple sur le code source de la plateforme e-commerce aussi. Ouais. C'est des grandes questions. Ouais, bien sûr. Progiciel, développement sur mesure, qu'est-ce qu'on fait sur la partie CMS. Je pense pas qu'il y ait de bon ou mauvais choix pour aider à répondre. Non, mais bien sûr, je pense que c'est toujours très situationnel. Ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend des ressources internes, etc. Et ce que je crois comprendre, donc, c'est que vous avez un mix un peu en interne. Oui, il y a un bon mix. Après, on est comme vous. Ça serait intéressant d'avoir ton regard. C'est que c'est une population qui aime les défis, les challenges. Oui. C'est un très bon point. Et voilà. On a du mal à recruter. Nous, alors pour dire, on est très WordPress, donc aussi open source. Ouais. On a du mal à recruter pour plein de raisons, parce que je pense que ça devient une denrée rare, les développeurs qui sont vraiment dragués. Il y a beaucoup de grosses startups qui ont levé, etc. Mais oui, les développeurs, en fait, ou en tout cas les bons, aiment tester, aiment des choses compliquées, n'aiment pas être enfermés dans un type de techno, etc. Donc, il faut trouver souvent beaucoup de projets, des choses un peu pour les exciter. Ouais, c'est un vrai sujet. Et ce qui est intéressant, là, c'est par exemple, on a mené depuis plusieurs années un gros travail avec la direction des ressources humaines pour justement les doter d'outils, comment on recrute un développeur, les questions à poser, c'est quoi leur univers, qu'est-ce qui va les intéresser, comment les faire bouger dans l'entreprise. Et en même temps, on le sait, il y a une phrase qui dit mon code, c'est ma marge. C'est-à-dire qu'on le sait, dans une équipe de développement, tu as 2-3 devs. Ils codent plus rapidement, ils codent mieux, ils ont une structuration d'esprit qui font qu'ils savent exactement où ils veulent aller. Ces gars-là, ils te génèrent un taux de marge qui est juste phénoménal, quoi. C'est-à-dire qu'ils te font gagner un temps projet, un temps de mise en marché. Et quand tu les mets en plus en proximité des équipes produits, c'est-à-dire que tu les mets pas entre eux dev, mais tu mets le dev qui a une vraie capacité et qui parle avec un journaliste, qui parle avec un marketeur, qui change, qui les écoute, qui entend leurs discussions. Le gars, tout d'un coup, attendez, mais ça, je peux le faire, ça, mais c'est vous simple, posez pas la question, attendez, je veux vous... Et t'imagines l'efficacité. Ouais, l'efficacité et donc ce dialogue. Dire, ah bon, tu peux le faire, mais on m'avait dit que, oui, ouais, mais attends, regarde.
Et alors après, forcément, tu arrives avec des... Oui, mais alors attention, le code, est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce qu'il est documenté? Est-ce que quelqu'un peut reprendre la suite? Enfin, tu as toutes ces questions de gestion. Mais fondamentalement, ce qui a fait la force de Pomme d'Api à l'époque, c'était d'avoir fait travailler les créatifs qui ont travaillé sur les premières versions de l'édition jeunesse. C'était des... Tu sais, dans les agences pub, tu avais des créatifs. Ouais. Bon, ils s'emmerdaient dans leur métier. Ce qui les intéressait, c'est de venir le soir et de travailler avec les équipes éditoriales de Bayer Jeunesse pour faire des drafts d'histoires, d'images, de dessins, de raconter une histoire. C'était l'aspect créatif qui les intéressait. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Notre défi, c'est d'accepter l'idée qu'un un développeur peut être force de proposition pour dire, mais attendez, ça, je peux te le résoudre. Ou, mais pourquoi t'imagines pas les choses comme ça? Alors après, c'est un dialogue, hein, c'est sûr que c'est une prise de risque. C'est pour ça qu'il faut un management qui comprenne ce que veut dire un code compilé, un choix de langage. Est-ce que c'est un choix exotérique? Est-ce que c'est un choix commun? À combien on travaille... avec nos agences, on tire les prix vers le bas aussi. On essaye de dégoter des développeurs pas trop chers pour justement gagner. Mais fondamentalement, l'histoire du numérique, elle est là. C'est souvent la rencontre. On le voit dans les startups, hein, le tech, le dev, il est vachement important. C'est un rôle central. C'est central. Évidemment, le CTO, la vision, la tech, l'inspiration, le côté créatif. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, tu vois, depuis le 1er juillet, depuis hier en fait, on est le 2, nomination à la Croix, donc un renouvellement de la direction de la Croix. Philippe Colombet vient d'être nommé directeur de la Croix. Philippe Colombet, une partie de son parcours, c'est d'avoir travaillé chez Google. Et maintenant, il va avec Jérôme Chapuis, ils vont pouvoir justement continuer ce travail qui est entamé par les équipes d'avant pour encore améliorer insuffler cet esprit. Et puis sans avoir de frein, en étant super à l'aise et en étant finalement... mais un peu comme à l'époque, tu pouvais pas être patron de presse si tu connaissais pas le milieu industriel de la presse. Oui, c'était un pan hyper important. L'acheteur qui t'achetait le papier, ton rouleau de papier qui coûte plusieurs millions d'euros. Là aussi, tu avais de la marge. Bien négocié. Ouais. C'est sûr que tu faisais ton business, quoi. C'était bien. Là-dessus. Et donc, voilà. Mais c'est intéressant, ce shift. Tu vois, en fait, maintenant, il faut connaître la tech et le numérique pour pouvoir réussir. Être à l'aise avec ces concepts. Alors, c'est beaucoup d'anglicisme, c'est beaucoup de... Mais c'est aussi une culture. En fait, c'est une culture. C'est pour ça que... c'est sûr que ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ils ont un rapport à l'écran aux choses qui est naturel. Et donc ils savent aussi transposer des langages et trouver les mots pour expliquer ce qu'ils veulent faire. Les notions d'interface, la différence entre UX et UI. Oui. C'est sûr que si t'as pas un peu joué, un peu manipulé dans ta jeunesse tous ces machins-là, les c'est sûr que interfaces homme-machine, c'est des choses qui ça fait partie d'une culture. Bien sûr. Comme il y a une culture de la presse papier ou du livre papier, le grammage. Toutes les questions, par exemple, d'encre aujourd'hui, par rapport justement à l'environnement, choisir des encres qui sont compatibles. Donc, l'industrie de la presse papier a sa propre révolution, avec ses propres techniques, son langage. L'Internet arrive aussi avec mais tu sens, et c'est pas une critique, mais que c'est moins central, en fait, aujourd'hui. Ces innovations-là, elles sont bien parce qu'elles permettent d'économiser, mais c'est plus central dans l'avenir d'un groupe de presse. C'est plus le numérique et cette connaissance, embrasser, prendre les risques, connaître les profils, les technos, etc. C'est devenu beaucoup plus critique. La preuve, cette nomination, tu vois, de Philippe Colombet, je pense qu'elle est importante. Elle est importante. Elle trace bien le mouvement qui est en train de s'opérer, mais c'est un rapport au temps. Tu vois. En fait, nous, on le fait maintenant, mais on aurait pu le faire plus tôt. Et puis c'est pas gagné pour autant. C'est les minutes Bayard, c'est les années Bayard. Voilà, c'est les années Bayard. Donc, tu vois, ça va être un gros défi, mais on l'a sur notre temps avec Emmanuel et Marie. Sur le défi de la numérisation, sur la data, pour terminer, c'est vrai qu'il y a eu un peu un mythe. Dans la recherche, tu sais, de l'accès en temps réel, je pilote ma boîte en temps réel, et puis j'ai une espèce de tableau de bord, un peu la mythologie de j'ai des graphes, ça monte, ça descend. Oui, bien sûr. J'appuie sur 3 boutons, vous m'augmentez la productivité, vous me faites baisser ça, et puis je vais retrouver mon niveau de marge. Et ça a créé un mythe que en fait on pouvait tout piloter par la data, on allait tout savoir, on allait rentrer dans le cerveau des gens. Pas de trou dans la raquette, etc. Et en fait, on s'aperçoit que non. C'est-à-dire que on est très pauvre. Enfin, nous les éditeurs, et c'est pour ça que c'est un vrai débat. On a encore eu lors de l'Assemblée Générale du Geste, qui était animée par Bertrand Gier, et lors de la Taillade,
on voit bien que là, ce qui est en train de se passer dans le paysage numérique, c'est-à-dire le fait, que la data, on va en avoir moins par les lois. Le RGPD, le recueil du consentement. Voilà, tout ça, c'est le respect de la vie privée. Okay. De moins en moins de data, donc de moins en moins de connaissances, mais elle était peut-être mal exploitée aussi. Mais en tout cas, on va en avoir moins. Voilà, on va en avoir moins. Après, y a effectivement les GAFA qui nous partageaient un petit bout de morceau, qui sont en train de fermer les portes en disant finalement c'est notre jardin à nous et merci de bien vouloir sortir. Et puis c'est vrai qu'il y a un mouvement citoyen qui cherche à dire il faut arrêter toute cette le tracking. Enfin, parfois on mélange un peu les choses. Mais ça masque une réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu prends un site web moyen, c'est-à-dire que tu fais 1 à 2 visites par mois avec 1,2 pages vues par visite, ce qu'on appelle le dataset, c'est-à-dire que ce que va générer ton système en data, quand tu le confrontes à des modèles économiques, à des algorithmes de machine learning, d'intelligence artificielle, en fait, ton dataset, il est assez faible. Pauvre. Ouais. C'est-à-dire que d'abord, il faut de l'historique, il faut entraîner les algos, et donc, comme c'était pas dans l'ADN des groupes, des équipes qui travaillaient à l'époque, de conserver le jeu des logs, de pouvoir les faire tourner, tu vois, sur 3 ans de logs et d'essayer de voir ce que ça permettrait de générer. Toutes les nouvelles, par exemple, en presse classique, dès que tu veux relancer ton titre, tu dis je sors une nouvelle formule. Ouais. Voilà, la nouvelle formule, c'était le mot magique pour dire qu'on relançait les choses. Donc le nouveau site web, alors, tu mets tout par terre, mais du coup tu perds souvent à l'occasion tout ton historique data, quoi. Oui. Et tu repars sur un nouveau plan de tagage, tu repars avec des nouveaux événements, donc tu perds de la qualité de ta donnée. Et qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? On va vers un monde ultra fragmenté en fait. Et donc c'est dans cet univers fragmenté, soit parce que la loi nous y oblige, soit parce que l'internaute le décide, soit parce que le navigateur ou les logiciels de notre univers l'imposent. On va devoir reconstituer des parcours. Et donc là, il faut des équipes quand même sacrément au top parce que... parce que c'est un sacré challenge. Ouais. T'as moins de data, les gens en veulent moins. Et quelque part, par rapport aux GAFAM, c'est presque l'éditeur qui perd. C'est pour lui que c'est le plus dur. Parce que les plateformes, elles les ont, ces données-là. Puisqu'on est sur des environnements logués, t'es obligé d'être logué. Ouais, eux, pour le coup, se sont construits sur l'exploitation de la data. J'ai l'impression... Enfin, alors je dis vous, les éditeurs, il y a eu ce miroir aux alouettes que d'un coup, on avait toute cette data. D'un coup, t'en as moins. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce que vous faites chez Bayard pour répondre à ça ? C'est un sujet que tu abordes souvent dans le podcast. Ouais. Donc, c'est un sujet important. Les environnements logués. C'est pas l'environnement logué qui est un enjeu. C'est quelle est la raison qui fait que la personne va revenir. Et c'est ça qui génère de la donnée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on propose des inscriptions, on a un certain niveau et volume de gens inscrits. Mais si les gens inscrits ne se représentent pas à toi régulièrement, voire quotidiennement, en fait, ton jeu de données, il vaut rien. Quel est l'intérêt ? Et donc, on revient à un vieux concept, ami marketeur, bonjour, le vieux concept de la RFM. La récence, la fréquence et le montant. Voilà, si ta récence et ta fréquence sont inférieures à 1, tu vaux rien, ton jeu de data ne vaut rien. C'est-à-dire que s'il vient une fois par mois, et qu'en plus tu sais pas quand est-ce qu'il vient, et que tu ne peux pas dire quel événement en tant qu'éditeur tu provoques pour que la personne revienne, les annonceurs vont dire attendez, moi je veux plutôt chez Facebook, parce que chez Facebook, de toute façon, ils se connectent tous les jours. Et donc ta traction que tu as sur ton audience en tant qu'éditeur, elle est relativement faible, elle est molle. Et donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, on commence à prendre conscience que l'enjeu, c'est pas tant le login, en fait. C'est pour quelle raison quelqu'un qui vient sur mon site va avoir envie de s'inscrire, mais surtout va avoir... envie de revenir. Ouais, de sentir qu'il a affaire à la fois à un mix de contenu, d'une offre servicielle, de quelque chose qui est chaleureux, qui va lui manquer au bout d'un moment. Et vous dites que c'est important de le... Et c'est là où la création, avec le travail avec les journalistes, avec les équipes éditoriales, avec les auteurs, est importante, parce que c'est à travers eux qu'on va créer quelque part. Mais il faut le remettre en page. C'est plus technique, c'est plus compliqué, c'est un storytelling un peu différent. Et on a, comme tu le dis souvent, on n'a pas craqué l'algo pour l'instant. Ouais. Mais on le sait. C'est pas l'enjeu du login qui fera notre valeur de demain, c'est la capacité pour un éditeur à recréer des rendez-vous avec nos lecteurs numériques. Alors ça peut être un événement, ça peut être un webinaire, un webconférence, pris en église par exemple. Avec le confinement, c'est compliqué de faire des pèlerinages.
Oui. Et ben, on a lancé un e-pèlerinage. Alors, on l'a fait un peu comme ça, genre, bon, tiens, on va tenter, oui, tiens, alors on vous propose. Et ben, ça a cartonné. Ça a cartonné. Et parce alors, que, c'est quoi un e-pèlerinage Là, je suis assez curieux. En fait, tous les jours, tu reçois, comme si tu étais en pèlerinage et que tu traversais des étapes. Chemin de Compostelle, voilà, par exemple. Exactement. Ben voilà, c'est ça. Et tu les accompagnes. Et tu leur apportes tous les jours quelque chose. Et tu les ouvres, t'aères, des moments de respiration. Ça peut être une image, ça peut être une musique, ça peut être un texte, ça peut être... Tu vois, tu te fais vivre ta relation. Ben là, tout d'un coup, comme par hasard, les gens disent « Ah bah oui, c'est génial, en fait, ça m'a accompagné, ça m'a aidé. » Mais par ailleurs, ils ont leur vie à côté, ils sont pas déconnectés du monde réel. Tu vois, c'est pas du tout le... Et voilà, donc le métier d'éditeur aujourd'hui, c'est ça, c'est d'essayer d'imaginer comment on va construire notre relation avec le lecteur de demain. Mais voilà, c'est-à-dire qu'une rédaction qui est habituée à produire cet magnifique objet print, il faut trouver notre objet numérique. Qui donne envie de ce rendez-vous dont tu parlais au début de l'épisode, part, qui donne envie de revenir. Et c'est clair que là, Bayard, ce qui est intéressant avec Bayard, c'est il y a une conviction, c'est pas une question tech, c'est pas une question marketing, c'est pas une question... C'est un défi créatif. Et en fait, la création, tu la trouves que dans des équipes qui, face à une situation, on n'y arrive pas, puis tout d'un coup, il y a un qui dit « Attends, on va faire ça ». Voilà. Et ce que nous apporte Bayard, c'est cette chance-là, c'est travailler dans la durée, retrouver le moment créatif. Ce moment où tu dis « on pensait pas ». Et on y arrive, c'est évident. C'est arrivé. Tout le monde... Mais exactement comme à l'époque où Pomme d'Api, J'aime lire, Pèlerin se sont créés. Jamais personne n'avait imaginé au moment où ils lançaient Pèlerin qu'en 2021, on continuerait à parler Pèlerin sur un podcast. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, exactement. Ou de faire un e-pèlerinage qui fait totalement partie du truc. Top, c'est bien expliqué. Je vois que le temps file. Il y a un dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, qui est sur l'innovation, parce qu'il y a cette actualité, et je disais alors tu parlais tout à l'heure de diversification, et je pense que l'innovation, ça fait partie aussi de la diversification. Donc juste rebondir sur cette petite actualité. Hier, donc on l'a dit plusieurs fois, donc on est le 2 juillet au moment où j'enregistre cet épisode, même il sortira quelques jours plus tard. Vous venez de lancer une enceinte connectée en partenariat avec Radio France à destination des enfants. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? Alors c'est peut-être pas toi qui as géré ce projet-là, j'imagine directement, puisque tu dois être bien occupé, mais je trouvais ça assez chouette, malin et un beau partenariat. C'est venu comment, cette idée ? C'est des rencontres. Encore des humains, encore une histoire d'humains. Hein. Ouais. Tu vois, ça pourrait être l'histoire de Bayard, c'est des humains. C'est l'histoire d'hommes et de femmes et là en particulier de femmes, parce que autour de la table, il y avait Sybille, Nathalie, Sabine, enfin, il y avait, qui rencontrent une équipe de Radio France. Il y a un catalogue incroyable chez Bayard, il y a l'envie de matérialiser cette petite enceinte et de permettre à des enfants de pouvoir écouter sans écran, mais en cliquant et en découvrant des histoires. Et puis, ça y est, c'est une histoire qui se construit comme ça. Et c'est la première co-entreprise faite avec Radio France. Alors, ça se fait pas sans heurts du côté Radio France. Il y a eu des débats. Évidemment, est-ce qu'on le fait seul ? Est-ce qu'on le fait en interne ? Pourquoi Bayard ? Est-ce que c'est marqué ? Pourquoi une entreprise privée, ça fait partie du lot aussi. Mais ça, c'était vraiment le travail qu'on a mené avec Sybille et qui d'ailleurs maintenant, il y a une direction du développement et des partenariats au sein de Bayard. Ça, c'est nouveau. C'est au 1er juillet, c'est assez récent, tu vois, ça date d'hier, sous la responsabilité de Sybille Lemaire. Et justement, c'est d'arriver à remettre Bayard dans le monde contemporain et reparler avec les gens autour de nous. C'est-à-dire que l'ADN de Bayard, c'est aussi l'indépendance de Bayard est importante. C'est-à-dire que c'est ce qui fait économiquement, c'est ce qui fait notre survie, c'est ce qui garantit qu'on est capable d'évoluer comme ça depuis tant d'années, plus de 150 ans. Et en même temps, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, avec le numérique, on doit aussi pouvoir parler avec des acteurs qui nous entourent. Oui, et pas réinventer la roue. Voilà. Et vous ne pourrez pas avoir toutes les expertises du monde. Exactement. Parce que ça va trop vite, il y a trop de nouveaux métiers. Voilà, donc de remettre les gens autour de la table, les refaire parler. Alors parfois, ça échoue. On parlait des échecs. Les échecs sont très importants parce que c'est là-dessus que tu construis aussi tu comprends comment on est perçu. C'est vachement important de savoir comment on est perçu de l'extérieur, ce qu'on peut apporter, quels sont nos points forts. Et puis les partenariats industriels, c'est vrai que ça s'est inscrit aussi dans l'ADN de Bayard, c'est-à-dire qu'on est habitué à ça. Alors ça, c'est vrai sur Radio France, et on travaille sur de nouveaux projets
avec d'autres grands acteurs. Mais il faut... tu sais, monter un partenariat avec des grands acteurs comme ça, il faut faire vivre la relation. Ouais. Voilà, c'est comme tout dans toute relation humaine. Il faut alimenter, discuter, s'engueuler, se frotter un peu, et jusqu'au moment où on va trouver le bon produit, la bonne approche, et puis la bonne équation économique, tout simplement. Ouais. Et là, a priori, vous l'avez trouvé sur ce projet. En tout cas, je souhaite le meilleur. C'est la Chouette Radio, donc entreprise que vous avez co-entreprise. Voilà. Et cette enceinte s'appelle Merlin. Merlin. De mémoire. Et je rajoute juste. Je t'en prie. Le 6 juillet, allez dans les kiosques. Vous avez le Live Magazine qui sort. Donc ça, c'est votre dernier projet. Projet d'édition. Allez, je te laisse présenter ça. Tu as 1 minute le pitch. Non, c'est très simple. Non, le Live Magazine, c'était un concept d'événement. C'était en réaction justement par rapport à Internet, aux écrans. Là, tu vis un événement où sur scène, quelqu'un vient te raconter une histoire. Toi, le pitch est très simple quand même. C'est un journaliste qui vient te raconter avec des inspirations. Mais c'est le Live Magazine. En fait, je pensais que tu parlais en kiosque. J'avais cru comprendre. Le Live Magazine, c'est un événement où tu arrives physique, qui a un début et une fin. Exactement. Tu arrives, tu as un ticket, tu rentres dans une salle de théâtre, puis tu as une scène, et puis quelqu'un vient te parler et tu l'écoutes. Et ce qu'on a fait, c'est un partenariat avec les fondateurs de ce live, et on a fait le Live Magazine. C'est un vrai magazine de récits, d'histoires qui va sortir en kiosque le 6 juillet. Voilà, je vous conseille, c'est une belle rencontre. Là aussi, c'est une belle déclinaison d'un projet super intelligent, vraiment bien fait. Ils ont travaillé avec Bayard pour donner naissance à cet objet, qui est un objet d'édition, et qui va vivre comme ça et qui va accompagner ces événements. Et qu'on trouvera en kiosque. Voilà, à partir du 6 juillet. Écoute, l'épisode sortira à peu près à ce moment-là, donc on est parfaitement dans l'actu, et ça montre quand même que ça montre votre capacité d'innovation, de sortir des nouveaux produits, et des magazines qui sortent. C'est pas si courant en France. Ouais, c'est top, ça fait plaisir. Exactement. Donc bravo à vous, Cédric. Merci. On arrive au bout de cet épisode. C'était passionnant. Top. En tout cas, moi j'ai trouvé ça passionnant. J'en sais beaucoup plus sur Bayard maintenant. J'espère que cet épisode vous a plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, 5 étoiles, à recommander le podcast. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt!